Donc bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Un peu frustré de ne pas être parmi vous dans votre superbe île que j'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises. Donc là, Louis-Marie m'a demandé de parler un petit peu de l'évolution d'hier et demain des infarctus avec sus-décalage du ST, en passant par le Covid. Donc, comme vous allez voir, on a dorénavant France PCI, et ça va être l'occasion un peu je suis docteur Ranger, et je suis non pas du CHU, mais du CHG, de l'hôpital de Chartres, et je suis coordinateur national du registre. Est-ce que vous voyez mon écran? La connexion est bonne? Oui. Oui, ok, excusez-moi, la connexion apparemment est un peu instable, je suis désolé. Donc, si on regarde sur les 25 dernières années, on a quand même le registre FAST-MI qui nous a quand même donné beaucoup d'enseignements sur l'évolution de l'infarctus avec sus-décalage du ST. Donc, la mortalité a été divisée par 3 entre 95 et 2010. Il faut savoir que FAST-MI, ça s'intéressait surtout aux infarctus et avec sus-décalage et sans sus-décalage, admis aux soins intensifs de moins de dans les 48 heures. Ça excluait les infarctus pris en réanimation, et donc le pronostic était, quand on regarde les infarctus qui ont une angioplastie, vous verrez que le pronostic est un petit peu plus mauvais parce qu'il y a moins de biais liés à cette sélection des patients uniquement au SIC. Si on regarde un petit peu sur cette comparatif 95-2010 dans FAST-MI, on voit que pendant cette période-là, l'âge de l'infarctus a diminué étrangement de 66 à 63 d'âge moyen, probablement lié aux augmentations des facteurs de risque, du tabagisme, du diabète notamment, que l'appel au SAMU a augmenté significativement, passant de 23 à 48%, que les délais aussi sont améliorés, notamment les délais de prise en charge préhospitaliers, que l'angioplastie primaire est devenue de plus en plus prépondérante par rapport à la fibrinolyse qui était en 2010 à 13% dans ce registre-là. Et puis, sur les traitements, amélioration des traitements recommandés, notamment des statines qui étaient à 90% d'utilisation en 2010. Alors, maintenant, malheureusement, FAST-MI est terminé et heureusement, on a ce registre France PCI qu'on est en train d'étendre au niveau national et notamment à La Réunion, puisque déjà un centre participe et bientôt le CHU va participer. Il comprend actuellement 46 centres d'angioplastie et demain, en début 2022, nous serons 80 centres sur les 200 centres français et c'est un registre qui s'intéresse à toute l'activité de coronarographie et d'angioplastie coronaire, dont évidemment les infarctus font partie. Vous voyez que l'activité a significativement augmenté, puisqu'on est actuellement avec une base de données énorme de 120 000 angioplasties et 60 000 infarctus dans la base, et ça ne fait que s'accentuer avec l'incorporation de nouveaux centres. Voilà, il faut savoir qu'en France, il y a 200 000 angioplasties, en gros, et 60 000 infarctus par an. Vous voyez que pour suivre un petit peu l'évolution, je me suis focalisé sur une région qui a commencé depuis 2014, qui est la région Centre, qui est à l'origine de ce projet, et excusez-moi, je vais juste enlever ça pour bien voir la slide, qui actuellement permet d'avoir une cohorte de 6 centres, CHU, CHG privés, qui est suivi depuis maintenant donc 7 ans, avec 8000 infarctus dans la base, et ça permet d'avoir une cohérence sur l'évolution des pratiques. Alors, les ST+, c'est que des ST+, qui ont eu une coronarographie, comme vous l'avez compris. Et il faut savoir que dans le ST+, 98% des coronarographies, des infarctus ont une coronarographie. Donc, c'est une vision assez... On regarde en pourcentage d'indications en angioplastie, on voit que le pourcentage d'infarctus diminue, et donc on est passé de 22 à 20% des indications de angioplastie qui concernent l'infarctus, mais en fin de compte, en valeur absolue, si on regarde le nombre de procédures, il y a eu davantage d'infarctus
puisque l'augmentation fait que le pourcentage de cette pathologie, de ces syndromes chroniques, ce qui est là aussi toujours étonnant, parce qu'avec les traitements de plus en plus performants qu'on a, eh bien, on a toujours de plus en plus de patients qui viennent en phase aiguë de syndrome coronaire aigu. Si on regarde un peu l'épidémiologie pendant cette période-là, on voit que grossièrement, le diabète a légèrement augmenté, la dyslipidémie a régressé de façon significative, l'IMC est à peu près stable, le tabagisme aussi, et l'hypertension continue un petit peu à augmenter. Par contre, la moyenne d'âge, vous l'avez vu qu'elle avait baissé sur les 15 années précédentes, elle ne baisse plus depuis 2014. On est à peu près avec le même âge moyen entre 2014 et 2021. Et on ne voit pas plus d'infarctus âgés, notamment adressés en coro. Et ça, j'étais un peu étonné, parce qu'on a l'impression qu'on voit de plus en plus de patients âgés, et qu'on accepte de plus en plus de patients âgés, mais ce n'est pas trop le cas dans le registre. L'évolution de la prise en charge, l'augmentation de l'appel au SAMU, c'est une bonne nouvelle, continue d'augmenter, et dans notre région à 70%, donc par rapport à 58% en 2014. Et du coup, il y a moins en moins de patients qui passent par les urgences. En bleu, 29% passaient par les services d'urgence. Vous savez que c'est une perte de temps dans le ST+. Et bien maintenant, plus que 23%. Et donc, le message qu'on donne à la population d'appeler le 15 commence à faire effet et continue à augmenter au fil des années. Si on regarde le mode de revascularisation, on est passé des 13% de thrombolyse à 3%, donc c'est devenu vraiment totalement anecdotique, en tout cas dans notre région. Ça allait peut-être moins dans vos régions montagneuses ou avec des problèmes d'accès des fois plus difficiles, mais clairement, l'angioplastie primaire est devenue quasiment prépondérante dans le mode de revascularisation. Les 5% de non revascularisés, c'est des petites artères ou des minocards. Et ça fait partie des chiffres à peu près standards dans la littérature. Pour ce qui est des délais de prise en charge, par contre, assez décevant, pas d'amélioration de prise en charge, que ce soit le délai patient, douleur ECG, que le délai système ECG angioplastie, qui n'ont pas bougé d'un iota depuis 7 ans, malgré beaucoup de processus pour essayer d'améliorer ces délais. Pour ce qui est de l'utilisation de l'hélicoptère, il y a une baisse d'utilisation de l'hélicoptère de 20 à 15%. Alors, dans notre région, c'est un peu biaisé parce qu'on a publié, vous avez peut-être vu passer une étude qui a montré qu'il y avait un effet délétère de l'utilisation de l'hélicoptère. Avec seulement 9% des patients, quand ils sont pris en charge par hélicoptère, qui arrivent dans les délais préconisés par l'ESC, à moins de 90 minutes, versus 37% pour les patients déplacés par ambulance terrestre. Quel que soit, je dirais, je crois que c'est flagrant chez les patients à moins de 50 km. Il y a 37% des hélicoptères qui étaient activés pour des patients qui étaient à moins de 50 km de la coro. Donc, vous comprenez bien que vous allez perdre du temps énorme sur ces patients-là. Et il n'y a pas de gain pour les patients à plus de 50 km, sachant que dans notre région, il n'y avait quasiment aucun patient qui était à plus de 100 km d'une salle de cathé. Et si on regarde sur le temps d'ischémie totale, là, globalement, on perdait 1 heure en prenant l'hélicoptère. Donc, clairement, sur des régions non montagneuses, non insulaires, il faut vraiment réfléchir en métropole à l'utilisation de l'hélicoptère parce que le bénéfice est loin d'être évident, voire délétère, avec un coût évidemment majeur par rapport au SAMU terrestre. Pour ce qui est des états de choc, là, plutôt une amélioration, puisqu'on est passé de 14% à 9% de patients avec des hémodynamiques instables et dont les états de choc qui sont à 3% maintenant dans le post-infarctus. Donc, que ce soit la thromboaspiration, l'attitude mimique qui consiste de ne pas mettre de stent en phase aiguë, mais de le mettre plutôt à distance, ou l'utilisation des angiotenses GP2B3A a diminué progressivement sur toutes ces techniques-là durant les 7 dernières années, et c'est un phénomène national. Pour ce qui est des traitements antiplaquettaires, le ticagrelor a pris sa place largement aux dépens du prasugrel et évidemment du clopidogrel. 85% des patients sont pré-traités correctement, ce qui est de très bons chiffres, sachant que les clopidogrel restent une indication chez les patients à haut risque hémorragique ou des patients très âgés. Donc, des chiffres tout à fait cohérents avec les recommandations de la littérature. Les traitements hépariniques, l'héparine, il faisait jeu égal avec les supplage BPM
en 2014, avec des publications à l'époque qui étaient plutôt en faveur du HBPM, mais on voit que les pratiques, pour des facilités d'utilisation, peut-être de cohérence aussi de protocole, l'héparine, et puis de thrombose de cathéter qui a été suspectée avec les HBPM, eh bien, l'héparine a pris le dessus, en tout cas dans nos régions, largement sur l'HBPM en préhospitalier. Pour ce qui est des traitements de sortie de l'infarctus, on voit que la durée de la bithérapie est bien respectée puisqu'il y a très peu d'arrêts à moins de 6 mois. Hein. Les deux premiers en 2020, là, les 58% plus 27%, c'est plus de 6 mois. Donc, plus de 80% des gens continuent à plus de 6 mois. Le problème, c'est qu'ils continuent trop longtemps. 50% des gens continuent à plus de 12 mois. Et ça, pas forcément lié à leur surrisque ischémique ou hémorragique. Et donc là, il y a un vrai problème de santé publique avec des risques hémorragiques, des coûts pour la société et pour des bénéfices qui ne sont pas du tout démontrés. Vous savez, à plus de 12 mois, sauf quelques exceptions, il n'y a pas de justification à prolonger la bithérapie. Et notamment la bithérapie avec des P2Y12 puissants, puisqu'on voit que à 12 mois, il y a très peu de désescalade et que les patients restent majoritairement sous ticagrelor dans 83% des cas. Donc, vous savez que c'est quand même un peu plus saigné que le clopidogrel. Pour ce qui est du pronostic, eh bien, pas de grand changement, en tout cas dans notre région, sur le pronostic de l'infarctus de moins de 24 heures. 9,2% en 2014, 9% en 2020, avec si on se compare par rapport au registre SCAR avec des indications qui sont des définitions d'infarctus qui sont exactement les mêmes, eh bien, on est un peu mieux que les Suédois à 10,5% chez eux, alors qu'ils ont des registres depuis plus de 20 ans. Donc, 9%, c'est pas du tout déshonorable. Bien au contraire, si on regarde quand même par rapport aux données de l'OCDE, on est plutôt pas trop mal placé dans tous les pays évalués. Pour ce qui est de la mortalité du choc, par contre, très décevant. Là, vous le savez, une fois que le patient est rentré dans une logique de choc, eh bien, un cercle vicieux s'est installé. Et on a beaucoup de mal, malgré des assistances, malgré des traitements précoces, à changer ce pronostic effroyable qui reste à 50% de mortalité à 1 an de ces patients-là. Si on regarde justement sur les critères OCDE, que sont infarctus tout venant, c'est-à-dire toute élévation de troponine, et on regarde un petit peu la mortalité à 30 jours, qui est le critère majeur de l'OCDE, eh bien on voit qu'on a amélioré cette mortalité de l'infarctus tout venant en passant de 4,2% à 3,4%. Si on se compare par rapport à FAST-MI 2017, c'était 2,6% en 2017. Nous, on avait 3,7%. Le petit gap de 1%, je vous ai dit, c'est un problème de définition. Dans FAST-MI, ils avaient exclu les patients en réanimation, donc évidemment les plus lourds et ceux qui drivent un peu plus le pronostic. Si on regarde à 1 an, les pronostics, c'est 7%, et ils s'améliorent aussi en 2020 sur le critère infarctus, élévation de troponine. Pour ce qui est de je vous parlais des données OCDE, vous voyez, ça c'est des chiffres tirés du PMSI, donc on n'a pas les mêmes chiffres. Ils sont, pour avoir fait des comparatifs avec les données PMSI, il est impossible de faire d'avoir des données fiables. Tant les remplissages les codes infarctus sont très mal remplis, et c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que les registres médicaux sont essentiels. Mais si on se compare sur à peu près les mêmes méthodologies avec d'autres pays européens, vous voyez que la France est bien positionnée, comme je vous le disais, par rapport à la moyenne de l'OCDE, et même des pays qui sont bien connus pour leur système de santé, comme la Suède. On n'est quand même pas trop mauvais. Pour ce qui est de la période Covid, qui a été une période, vous savez, très particulière, avec des baisses d'activité et notamment d'infarctus, on a été la première équipe française à publier cette baisse d'infarctus de 25% pendant la période de confinement. Déjà depuis 2019, parce qu'on a comparé 2019 et 2020 comme activité pour montrer cette baisse-là. Alors, les profils des patients, bien, c'était des patients, donc il y avait une baisse du nombre d'infarctus. Il y avait des délais préhospitaliers, surtout les délais patients qui étaient très allongés. Et ça, maintenant, on sait bien les raisons c'est que les patients, notamment les patients qui étaient moins graves, qui avaient des douleurs atypiques ou peu importantes, n'ont pas voulu consulter parce que les messages étaient « ne venez pas aux urgences, nous sommes déjà en surcharge et ne voulez pas déranger ».
Et donc, il y a eu des délais patients qui sont significativement allongés pendant cette période. Par contre, les délais de système, qui étaient pourtant mis à haute contribution avec le Covid, n'ont pas vraiment été modifiés de façon significative. Et ça, c'est aussi ce qu'on trouve un peu dans tous les papiers de la littérature. Par contre, un peu plus de patients graves pendant la période Covid. Mais là, c'est essentiellement lié à une sélection des patients les moins graves qui sont restés chez eux. Et du coup, on a vu en proportion plus de patients graves, mais je suis pas sûr qu'en nombre absolu, on ait eu plus de patients graves par rapport aux périodes précédentes. Ce qu'on est en train de regarder de plus près, c'est qu'on a vu sur les activités d'urgence d'angioplastie dans cette période-là une baisse d'activité pendant la période de confinement, le premier confinement, qui n'a pas été retrouvé de façon significative dans la deuxième confinement. Et on a vu étrangement un effet rebond après, où on a revu plus d'infarctus que l'année précédente pour la même période. Et j'ai trouvé ça assez curieux, comme si les gens avaient ce genre de stunning du myocarde pendant la période de confinement, et qu'il y avait après, ils avaient secondairement, enfin dans la période de relâchement, la plaque instable qui ne demandait qu'à parler a fini par parler. Donc c'est assez étonnant cet effet rebond dans l'activité urgente. En conclusion, donc depuis 2014, on voit que le nombre absolu d'infarctus continue à augmenter, et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. L'amélioration, on voit une nette amélioration des pratiques et du pronostic des infarctus. Or, le STEMI qui semble assez stable. Pendant la période Covid, on a vu une baisse claire de l'incidence des infarctus très importante pendant le confinement, mais qui n'a pas été vraiment retrouvée quand on regarde sur une année complète. Il n'y a pas eu de baisse très importante des infarctus quand on regarde justement à cause de ces effets rebonds. Allongement des délais patients pendant la période de confinement, mais pas des délais de système. Notre système de santé a quand même bien tenu le choc. Proportionnellement, plus de formes graves pendant le confinement, mais je vais expliquer probablement par une sélection des patients les plus graves, parce que les moins graves étaient restés à la maison. Et puis, insister sur l'importance des registres pour permettre de suivre précisément l'évolution des pratiques et puis le pronostic de chaque pathologie. En Suède, ils ont commencé avec un registre dans l'infarctus et ils sont maintenant à 70 registres dans toutes les spécialités. Et ils sont souvent montrés comme exemple au niveau mondial pour la marche à suivre. Donc j'espère que ce registre fera d'autres émules. Il y en a déjà dans d'autres spécialités, mais vraiment c'est très important. J'insiste sur l'importance de ces évaluations. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'activité, on publie sur notre site en ligne gratuitement un rapport de 100 pages sur l'ensemble de l'activité précédente et l'évolution des pratiques. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à aller le consulter. Voilà.